Il y a encore cette Ligue des Nations encore. C'est pas fini cette mascarade. Non mais franchement, il y a France-Belgique toutes les semaines, c'est insupportable. Non mais franchement, il y a Belgique-France. Et il y a le roi des Belges en ce moment. Le roi des Belges, il a flingué Paris. Alors franchement, je sais pas si s'il est de la famille d'Anne Hidalgo, mais ça y ressemble. Non, le roi des Belges. Franchement, alors moi j'adore les Belges en plus. Sachez-le, et j'embrasse tout mon public belge qui est très nombreux. C'est vrai. Le roi des Belges, j'aurais aimé le rencontrer, malheureusement. Problème d'agenda. Non, pas du tout. Impossible de d'aller à lui. Vous avez vu que Jean-Marc Morandini n'a pas pu avoir ses invités ce matin. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les gars. Non mais c'est à cause de qui ça? Anne Hidalgo. Non, merci. Là, franchement, c'est le périmètre de sécurité autour des champs. Ils l'ont élargi. Je suis désolé pour moi, parce que tu dois avoir un périmètre de sécurité pour le roi des Belges et t'as un périmètre de sécurité pour tout ce qui est rongeur. Donc forcément, si t'enlèves le périmètre de sécurité pour les rongeurs, tu roules très bien. Allez, on marche sur la tête sur Europe 1, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête, il est 16h04, on est en direct et bien sûr vous nous appelez dès maintenant 01 80 20 39 21. On va parler dans un instant de l'électricité et reste avec nous. Henri Proglio, ancien PDG d'EDF, auteur du livre L'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon, sera avec nous. Nos factures d'électricité vont-elles flamber? Alors là, restez avec nous parce que là, c'est un invité qu'on voulait avoir absolument. On est très content qu'il vienne nous voir sur Europe 1 parce qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions. On a parlé de la TVA sur les abonnements au gaz aussi, et à l'électricité qui va passer de 5,5 à 20%. Mais mec, on n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Même nous, je pense qu'on va faire l'émission dans le noir maintenant. Mais je vous le dis, franchement, ça, c'est sûr. Moi, je vais faire l'émission dans le noir. Quand je vous connais, j'ai pas besoin de vous voir. Non, mais c'est vrai, je vous le dis. Appelez-nous 01 80 20 39 21. On va parler, bien entendu, dans un instant. Ils éteignent. Merci. C'est très bien qu'ils éteignent. Je suis très content. 84% des Français favorables à l'emprisonnement de tous les étrangers sous OQTF. Je fais partie de ces 84% et on verra ce qu'a dit la maman de Lola, bien entendu, la mère de Lola qui prend la parole 2 ans après la mort de sa fille et qui est plutôt d'accord avec nous. Tiens, s'il vous plaît, calez un sonore avec Gilles Verdez. J'aimerais bien savoir ce qu'il en pense de ça, tiens, Gilles Verdez, juste pour avoir, ça va nous énerver aux alentours de 16h30. Rien ne nous sera épargné en début de semaine. Rien. Dès lundi. Rien. Quand je dis rien, c'est rien. Merci Gauthier Lebré d'être avec nous, applaudissements pour lui. Très grand bonheur d'être là. Je suis la seule à applaudir. Merci. Applaudissez Olivier D'Artigol qui est avec nous. Merci. Monsieur Fabien Lecoeuvre, c'est ça, bien entendu, bravo. Pareil, et bien sûr, elle est avec nous, la pauvre. Elle s'est fait arracher une dent. Non mais c'est vrai, elle s'est fait arracher une dent. C'est notre Valérie Benaïm, applaudissements pour elle. Bonjour tout le monde. La pauvre, elle est pas bien. C'est pas le portable déjà. Franchement, c'est incroyable. C'est pas le portable. Non, ça c'est Bertrand Deckers, on en parlera ce soir dans la télé pour l'instant. Décidément, les Belges aujourd'hui. Non mais c'est vrai. Allez, Valérie Benaïm, ça va votre dent? J'en ai plus. Très bien, c'était la bonne réponse, merci. J'espère qu'on vous arrachera jamais rien, vous, Fabien Lecoeuvre. Il faudrait une pelleteuse. Merci. Allez, les chéris, je voudrais qu'on parle très vite. Là, tout de suite, on va démarrer direct avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, puisqu'on parlait de la Belgique, absent ce soir face à la Belgique, après une folle semaine où il est allé en Suède. Et attendez, je vais vous donner l'info. L'info, je vous la donne dans un instant, l'info. D'abord, je vais vous dire... Il a fait une virée en boîte de nuit à Stockholm, donc en Suède la semaine dernière. Il a remis le couvercle, mais cette fois-ci en Corse. Il aurait dîné à l'auberge du Prunelli, à Bastelli de Caccia. Il souhaitait rester discret, donc il a mangé dans un coin isolé. Il a quitté les lieux après le départ des clients. Il a ensuite fini sa soirée sur l'île de Beauté dans un hôtel 4 étoiles à Ajaccio. Et d'après les derniers sons de cloche, Kylian Mbappé aurait déclaré ne vouloir faire que les matchs importants avec l'équipe de France. Il ferait du Ballon d'Or 2025 sa priorité. Donc il faudrait pas. Donc il a le droit de choisir. Ouais, il a le droit de choisir. C'est comme si Gauthier Lebré me dit je fais que les émissions importantes. Ouais, c'est ça. Toutes les émissions sont importantes. C'est comme tous les matchs. Elles sont toutes importantes. Vous me coupez l'herbe sous le pied. Non mais c'est incroyable. Je trouve ça fou. Moi je trouve ça fou. Il est capitaine en plus. Bien sûr qu'il est capitaine, mais pour moi je lui enlèverais le brassard de capitaine, ça serait vite fait. Ça aurait été vite fait. Alors je vais vous dire l'autre info qu'on a. Il n'a rien à voir là-dedans, mais il a quand même à voir. C'est incroyable parce qu'en ce moment, la police suédoise enquête sur un viol présumé qui aurait été commis dans l'hôtel où Kylian Mbappé et ses amis ont séjourné en Suède. C'est pas Kylian Mbappé, attention. D'accord ? C'est incroyable. Pendant qu'il était là-bas, incroyable. Le même hôtel. Il y aurait eu la police enquête sur un viol qui aurait eu lieu dans cet hôtel. Je le dis bien, Kylian Mbappé et ses amis ne sont pas du tout incriminés. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Bien sûr, mais c'est fou. A priori. Mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte ou pas ? Incroyable. Le soir où il y était, c'est fou. Non mais c'est fou, je sais, ça vous lèche bouche bée. Kylian Mbappé, j'aimerais qu'on prenne un auditeur très vite. On a Franck qui est avec nous, chargé de communication. Salut Francky. Bonjour Franck. Franck, bonsoir.
Merci Franck. Franck apparemment passe sous un tunnel. Merci. Vous n'y connaissez rien au foot, les quatre là autour de la table. Ouais, vous n'avez pas la meilleure équipe pour parler de je vais parler tout seul, comme ça sera fait. Au moins je donne des infos. Non mais c'est vrai qu'il joue pas contre la Belgique ce soir. Bon alors c'est vrai que c'est un match qui sert à rien. Mais bon, s'il y a le match, il faut le jouer. Je suis désolé. Les mecs, ils font. Oui, mais on n'a pas arrêté de dire sur l'antenne que ça servait à rien. Justement. Oui, mais alors, quand t'es joueur, moi, il y a des trucs. Expliquez aux auditeurs d'Europe 1 et à moi-même par la même occasion, comment il a le droit de choisir, pas choisir, parce que si j'ai bien compris. Non, il n'a pas le droit de choisir. Alors, si j'ai bien compris, son équipe en Espagne l'avait mis au repos, c'est ça ? Oui, Real Madrid. D'accord. Oui. Et en même temps, il a aussi des matchs à jouer pour le compte de l'équipe de France. Exactement. Mais il a dit qu'il avait un peu mal à la cuisse, mais pour aller contre l'Israël et la Belgique. Mais même son club espagnol, si soi-disant il est au repos. Peut-être qu'eux aussi sont pas contents qu'il soit en boîte de nuit alors qu'il doit être au repos. Si j'étais son club espagnol, je serais pas content. Mais qu'en pense Didier Deschamps Qu'en pense Didier Deschamps ? Alors j'ai pas envie d'en parler. Je sais pas. Je l'ai pas eu Didier Deschamps. C'est mon ami, mais on parle pas de ça. Sujet quand même. Quand je l'ai au téléphone, on parle pas de ça. Oui, mais quand même sujet. Il a l'air de le dédouaner un peu dans les dernières prises de position que j'ai entendues. Oui, bien sûr, parce que Didier Deschamps, il t'adonne bien. Et Didier Deschamps, quand vous êtes dans son équipe, il sera toujours avec vous. Voilà. Même après, vous avez vu qu'il dit jamais de mal de joueurs. Très rarement, voyez ou pas. Donc c'est vrai. Donc voilà, Didier Deschamps, c'est un mec bien, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, on avait Franck là en ligne. D'accord, Franck est parti, il est allé loin de tout ça. Oui. J'ai une autre question de Béotienne encore une fois. Griezmann, on a dit, a quitté, et on dit aussi que c'est parce qu'il n'a pas eu le brassard de capitaine à cause de Mbappé. Est-ce que tout ça est vrai ? Moi, je pense ça joue, bien sûr. Voilà, pour moi, le capitaine de l'équipe de France, c'est Antoine Griezmann. Un capitaine. Il doit faire l'unanimité auprès de ses coéquipiers et auprès des supporters. Antoine Griezmann, il fait l'unanimité partout. C'est le chouchou. Et c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, un capitaine doit pas, mine de rien, il doit, voilà, le capitaine, il doit fédérer tout le monde. Donc forcément, oui, Griezmann devait avoir le brassard de capitaine. Voilà. Donc, vous avez vu l'info. Donc, un viol aurait été commis le soir où il y avait Kylian Mbappé dans l'hôtel à Stockholm, le même soir où il y avait Kylian Mbappé. Alors, je vous le redis, il n'y a rien à voir là-dedans, mais c'est vrai que c'est incroyable. Au mauvais endroit, la mauvaise nuit. On a Franck avec nous, on a 1 minute pour Franck, parce qu'on a eu du mal à l'avoir. Franck, bonjour, vous vouliez dire quoi sur Mbappé ? Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci Franck. Moi je comprends tout ce qui se passe autour d'Mbappé, il a l'air de plus s'intéresser à l'équipe de France, il est préoccupé par le Real Madrid, et par sa vie à côté. Il est peut-être un peu mal entouré également par son entourage, et lui destituer le brassard de capitaine de l'équipe de France des Bleus me paraîtrait logique. Bah oui. Faut pas oublier non plus, et je crois que vous l'avez évoqué juste avant, mais le départ de Griezmann anticipé des Bleus, il y est clairement pas pour rien. Il est également fautif, et Deschamps qui surprotège Mbappé est également fautif. Alors, Deschamps, il essaie de faire la meilleure équipe possible, le pauvre Didier. Donc Didier, après moi c'est mon pote. Est-ce qu'il essaye vraiment de faire la meilleure équipe possible ? Ah bah oui, il essaie de faire la meilleure équipe possible. Après, il s'en fout des uns et des autres, mais il essaie de faire la meilleure équipe possible. Merci Franck d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous nous rappelez quand vous voulez. On va parler du maire de Rome qui répond à Emmanuel Macron sur Émilie in Paris. Ça fait une histoire, cette histoire d'Émilie in Paris. C'est une folie. Un élu de Paris s'en prend à Alain Delon, le raciste et homophobe. On va en parler dans un instant également. Et le Doliprane, bientôt américain. Le Doliprane, yes. Can I have a Doliprane ? C'est bon. À tout de suite sur Europe 1. Emmanuel Macron a donné une interview, vous le savez, au magazine américain consacré au show business Variety. On en parle sur Europe 1. Il est 16h13, on est en direct. Restez avec nous. Dans un instant, on aura Henri Proglio, ancien patron d'EDF, parce qu'on parle beaucoup de la facture d'électricité qui va augmenter. Il va nous dire pourquoi. Et pourquoi pourquoi on augmente comme ça ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire ? On va parler également, forcément, et malheureusement, de la mère de Lola, qui prend la parole 2 ans après la mort de sa fille. 84% des Français favorables à l'emprisonnement de tous les étrangers sous OQTF. Donnez-nous votre avis. 01 80 20 39 21. Et j'aimerais bien qu'on cale Gilles Verdez, tiens, là-dessus. Ça serait sympa qu'on l'ait en auditeur. Voilà, en auditeur. En plus, il nous coûtera rien. Et en plus, c'est beaucoup mieux. Et puis, c'est bien quand il est loin. On peut le couper à tout moment. Merci. Bah oui, je vais le retrouver à la télé en plus tout à l'heure. Donc, c'est bon. C'est bon. Merci, c'est bon. Les chéris, le maire de Rome répond à Emmanuel Macron, comme je vous l'ai dit, puisque Emmanuel Macron aimerait que Emily in Paris, la célèbre série, reste à Paris. Et non à Rome. On peut le comprendre. Quitte pas Rome. Alors, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le maire de Rome, Roberto Gualtieri, très sympathique. Comment Roberto Gualtieri.
Si, il a un petit resto là, à côté. Là. Détendez-vous, Emmanuel Macron. Emily in Rome est parfait. Vous ne pouvez vraiment pas intimider ou interférer avec les plans de production de Netflix pour la saison prochaine d'Emily in Paris. Le président Macron n'a-t-il pas des problèmes plus urgents à régler ? Il a été chaud, le maire de Rome. J'aimerais croire, du moins j'aimerais espérer que Macron plaisantait, car il devrait savoir qu'une société de production comme Netflix ne reçoit pas d'ordre de chef d'État et ne prend pas de décision basée sur la pression politique. Il a même donné quelques exemples de problèmes sur lesquels Emmanuel Macron devrait se pencher selon lui. Il est chaud, Roberto Gualtieri. Il y a peut-être quelques problèmes plus urgents pour le président français. Il y a par exemple 2 guerres en cours en Ukraine et au Moyen-Orient. Il y a un horrible ouragan qui a frappé l'Amérique et qui est lié au changement climatique et quelques autres questions d'État en Europe pour Macron qui sont plus importantes qu'Émilie, j'imagine. Il est chaud le gars là, le maire de Rome. Hein. On se ridiculise. Et le maire de Rome, il rigole pas ce gars-là. Il a même ajouté Qu'est-ce que Macron va faire dans cette affaire ? Il était interrogé par Vanity Fair. C'est toujours pareil. On lui pose la question. Moi, si je peux me permettre, je pense que là-dessus, il a voulu faire un bon mot, genre dire on va essayer de faire que Emily in Paris reste à Paris. Mais il a fait une déclaration sur Emily in Paris, moins sur le Doliprane. Il a laissé le dossier à Antoine Armand. Doliprane, on va en parler dans un instant. Doliprane qui va certainement devenir américain. Et Antoine Armand dit le contraire. Il a dit que c'était fait, que ça restait français. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Croyez-moi, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. 01 80 20 39 21. Réagissez juste sur Emmanuel Macron. Avec Emily in Paris. Oui, c'est normal que le chef de l'État dise qu'il préfère que le rayonnement de la France se fasse à travers une série Netflix, parce que, évidemment, comme c'est vu par des millions de personnes... pour le tourisme à Paris, c'est sûr que ça a eu un impact. C'est normal qu'il Mais le seul problème d'Emmanuel Macron... Pas tous en même temps. Je voulais juste dire quelque chose sur le maire de Rome qui a rajouté à la petite guéguerre Macron avec Anne Hidalgo, puisqu'il a quand même fait une petite pique en disant d'ailleurs, j'en ai plaisanté avec Anne Hidalgo au téléphone et on a beaucoup ri. Et Anne Hidalgo... Qui a dit ça ? Le maire de Rome. Le maire de Rome a les mauvais interlocuteurs. Et donc évidemment, j'aime beaucoup le maire de Rome là, s'il est pote. Oui, évidemment. Et donc elle confirme, elle confirme ses dires, elle confirme qu'effectivement ils en ont parlé au téléphone et qu'ils en ont beaucoup ri. Donc ça relance une petite guerre interne à la France qui est avec la maire de Paris et le président de la République. Le problème d'Emmanuel Macron sur ce sujet comme sur d'autres, quand il s'avance sur un sujet, il aurait fallu en amont qu'il obtienne le fait d'atterrir, qu'il ait gain de cause, qu'il marque le point. Mais là, il a dit ça comme ça. Oui, mais bon, ça rajoute. Sa parole est en train de se démonétiser. Qu'est-ce qu'il a, Gauthier ? Est-ce que c'est... mais là, on en fait des caisses. Il est interrogé par Vanity Fair. Il vient faire une... Variety. Jean Variety. Après, le maire de Rome lui répond de manière cinglante un peu, quand même. Non, il y a une crise diplomatique. Ouais. C'était plus grave quand Gérald Darmanin avait déclenché une crise diplomatique sur l'immigration avec l'Italie. Oui, d'accord, ça mange pas de pain. Calmez-vous un petit peu. Vous êtes en train de... Attention. Oui, vous vouliez dire quelque chose ? Non, mais faut savoir qu'il était interrogé sur la participation de Brigitte Macron dans le fameux feuilleton. Oui, il a adoré. Elle apparaît 45 secondes. Oui, alors ça avait un intérêt formidable pour la série et pour la France. C'est un clin d'œil. Ça, c'était sympa. Il a répondu en disant que sa femme, effectivement, et qu'il était très fier de son épouse et tout ça, point. Et après, on lui a dit, est-ce que, il est parti sur le détail de dire, allez, mais ça avait pas une incidence plus que ça. Enfin, à mon sens, c'est un peu exagéré tout ça. Merci, très bonne intervention. Merci sur Paris, 16h17. Une élue de Paris s'en prend à Alain Delon, le raciste et homophobe. Alors, on va écouter. C'est une élue écologiste de Paris, Raphaël Rémy-Leleu. Elle s'en est pris à Alain Delon en fin de semaine dernière, lors du Conseil de Paris. Écoutez sur Europe 1, écoutez ce qu'a dit cet élu écologiste. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, bien entendu, ici, puisque vous êtes là, donc autant donner votre avis. C'est parti, écoutez. La dénomination Alain Delon. J'aurais aimé que mes prises de parole en Conseil de Paris ne se spécialisent pas en rappel des immondices racistes et sexistes, mais puisque vous m'y forcez, Alain Delon à l'Express en 1977, je suis fasciste si vous voulez. Et il le justifie par son anticommunisme primaire. Je m'étonne donc de voir des camarades communistes applaudir. En 2013, au Figaro Magazine, l'homosexualité est contre nature. En 2013, au Figaro Magazine toujours, de plus en plus de femmes sont devenues des hommes. C'est le problème de l'acquisition des droits. En 2015, à TV Magazine, le Kenya est un pays de quelle race ? Et puis, dans Thé ou Café, en 2018, si une gifle est machiste, oui, j'ai dû être machiste. Mais comment osez-vous aujourd'hui proposer cette dénomination ? Alors, on va expliquer pourquoi. Pourquoi elle a dit ça. Exactement. Voilà, parce qu'il y a eu un Conseil de Paris la semaine dernière pour, vous savez, quand quelqu'un est mort, c'est le cas d'Alain Delon qui a beaucoup tourné dans Paris, qui a vécu à Paris, c'est d'avoir une rue, une avenue, une place, peu importe, une voie, un lieu de la capitale en hommage à Alain Delon. Voilà, un lieu de mémoire. Et bien sûr, le Conseil de Paris a voté pour, évidemment,
51 voix pour, 38 voix contre et 4 abstentions. Bravo au Conseil de Paris. Voilà. Voilà. Donc ça passe, il y aura bien une avenue, une rue, une place. Vous, par exemple, il y aura une petite impasse, Fabien Leclerc. un square, peut-être. Non, mais alors, celle qui s'est violemment opposée, c'est l'élu écologiste Raphaël Rémy Leleu. C'est celle qu'on vient d'écouter, là. Pardon ? C'est celle qu'on vient d'écouter. C'est celle qu'on vient d'écouter. Non, mais c'est violemment opposée. Excusez-moi. Oui, parce qu'on vient de l'entendre. Vous étiez là il y a 5 minutes ? Mais c'est parce que je précise son nom, parce que je crois qu'on n'a pas donné son nom. Mais si, vous avez donné son nom, Cyril. Autant pour moi. Allez, la chaise peut reprendre. Allez, merci. Rendormez-vous. On va vous installer un petit hamac. Vous serez mieux que sur un fauteuil. Vous serez mieux que sur une chaise. Qu'est-ce que vous en pensez, Gauthier Lebray ? Qui se souviendra du nom de Raphaël Rémy Leleu par rapport à ce que laissera Alain Delon au patrimoine français? En plus, elle le compare avec l'abbé Pierre. Ça n'a strictement rien à voir. L'abbé Pierre est mis en cause dans une série de viols. C'est pas du tout le cas d'Alain Delon. Anthony Delon lui-même a écrit un livre sur son père où il explique la dureté de l'éducation qu'il a reçue. Ça n'a pas empêché de rendre hommage et d'enterrer dignement son père. Là, on juge une œuvre extraordinaire au premier sens du terme, qui va de Plein Soleil au Guépard, Clan des Siciliens, Cercle Rouge. C'est un morceau de patrimoine, Alain Delon. Si vous ne donnez pas un nom, une place, une avenue, Alain Delon, à qui vous le faites dans l'époque contemporaine qu'on traverse aujourd'hui? On ne peut pas réduire la carrière. Donc c'est toujours pareil, c'est les nains qui jugent les géants, si vous voulez. C'est fort, c'est beau ça. Ouais. C'est les nains qui jugent les géants. Non, mais c'est vrai que c'est une de nos personnalités qui est la plus connue dans le monde entier. C'est pas un acteur franco-français, c'est un acteur mondialement connu. Quand bien même ça sera un acteur franco-français. Au-delà de ça, voilà, il y a un rayonnement. Il aurait fait rayonner ce pays. Non, mais on s'en fout de ça, le rayonnement. Voilà. Oui, effectivement, il est connu au Japon, mais c'est pas pour ça qu'on lui donne. Mais c'est pas pour ça qu'on lui donne une. Non, participe à son aura. Excusez-moi, Valérie Benaïm. Je vous adore, Valérie Benaïm, mais là vous dites un truc, on s'en fout total. Excusez-moi, je vous le dis. Ça participe à son aura. On s'en fout total. Mais c'est pas un argument pour donner le nom à une avenue ou à une rue. L'important, c'est d'avoir du succès en France, et d'être extrêmement populaire en France. On s'en fout qu'il soit connu au Japon ou pas. S'il est extrêmement connu en France, c'est aussi c'est une des raisons pour lesquelles il est connu dans le monde entier. Oui, mais ça c'est un faux débat. C'est un détail qui ne sert à rien dans l'histoire. Excusez-moi, Olivier d'Artigol. Non, ce qui est très gênant, j'ai vu cette séquence au Conseil de Paris. C'est comment ça a un peu tourné. Comment cette personne-là, cet élu, ne se rend pas compte de son isolement par rapport à la société, dans ce qu'on a tous ressenti au moment de la disparition d'Alain Delon. C'est très gênant. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est totalement à côté de la plaque, de haineux, qui fait preuve d'une... C'est même pas une idéologie. Je sens qu'il y a le non-discernement de ce moment français, de ce qu'on a éprouvé pour Alain Delon, à côté de la plaque, ni fait ni à faire, c'est très gênant. Mais bon, vous avez vu, il y a aussi beaucoup de personnes qui, au sein même de ce conseil municipal, étaient pour le coup très gênées aussi. Exactement, oui, Fabien Leclerc. 60 ans de carrière, il a donné quelques 3500 interviews en 60 ans de carrière. On ne peut pas, Alain Delon, parce que quand on donne le nom d'une rue, quand on donne le nom d'une rue à un lieu, on se réfère aussi à sa notoriété et au succès qu'il a pu rencontrer. On n'a pas besoin de savoir le nombre d'interviews d'Alain Delon. Bien sûr, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voulez donner une info. Non, parce que Raphaël, la fameuse députée, elle a extrait 5 extraits d'interviews. Oui, elle n'est pas députée. Elle a extrait 5 extraits d'interviews pour accuser Alain Delon. Mais il a donné 3500 interviews. C'est facile. C'est là l'injustice à un moment donné. Une carrière peut pas se résumer. Dans ce cas-là, qu'elle lise le livre d'Anthony Delon, dans ce cas-là aussi. Oui, mais lisons des bonnes biographies d'Alain Delon, je suis d'accord. Mais à un moment donné, on peut pas résumer une carrière à 5 phrases sur 60 ans. Si c'est ça, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais on peut pas résumer une carrière de 60 ans à 5 extraits d'interview. C'est bien ce que je dis. Bien sûr. Bon, en tout cas, c'est passé. Il y aura bien une place ou une rue ou une avenue Alain Delon. Donc, comme ça, c'est fait. Voilà. Une minute. J'aimerais qu'on parle, avant qu'on parle de la maman de Lola et de sa déclaration. On va revenir là-dessus dans un instant et on vous pose la question. Appelez-nous. 84% des Français favorables à l'emprisonnement de tous les étrangers sous OQTF. Dites-nous ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21 sur Europe 1, on va en parler dans un instant. Pour le moment, est-ce que Céline Dion a chanté au playback aux Jeux Olympiques ou pas? Vraie question. A priori, c'est oui. A priori, c'est oui. A priori, je suis désolé, Fabien Lecoeuf, de vous dire ça et ça me fait de la peine. Il le sait lui-même. Voilà. Apparemment, elle aurait chanté en playback. Alors, on s'en fout. C'était très beau. Oui. Mais pourquoi on le dit pas?
Voilà. Pourquoi Thomas Joly, il dit pas, oui, c'est vrai, elle a chanté en playback? Parce que c'est vrai et à la fois c'est faux. Mais arrêtez. Non, mais je vais vous donner Fabien l'argumentation. Lecoq, ça suffit. Laissez-moi juste vous expliquer 30 secondes. Portable. Oui. Quand on fait une performance comme elle a faite, Mais on s'en fout. Elle a chanté en mètres, playback ou pas? Non, aux 53 mètres au-dessus de Paris, elle a chanté réellement. C'est pas un disque qu'ils ont pas passé. du tout. Mais elle a Non. mais c'est en playback, c'est-à-dire qu'elle avait chanté avant, elle a enregistré avant. Non, c'est en playback pour la diffusion sur les 5 km, les 5 km de n'importe Ketsen. quoi. N'importe quoi, Fabien. Elle a enregistré avant la voix, et c'est ce que tout le monde dit. Elle a enregistré avant la voix, et le soir, et voilà, ils ont passé. Elle l'a fait bien sûr en haut de la Tour Eiffel, mais Elle elle l'a l'a fait chanté avant. réellement. Oui, mais avant. Mais elle l'a pas fait en direct. Parce que Elle a fait en playback. on peut pas sonoriser 5 km de Ketsen avec une on voix s'en qui fout. part de 53 Non, mètres. mais l'ingé son, là. non, mais On les va en raisons- parler dans un instant. Restez avec Oui, nous bien sur sûr. Europe 1. Et bien sûr, 84% des Français sont favorables à l'emprisonnement de tous les OQTF. Dites-nous ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21 tout de suite sur Europe 1. Merci, chers auditeurs d'Europe 1, d'être avec nous sur Europe 1 d'ailleurs. On est bien. C'est franchement, moi je me régale tous les jours entre 16h et 18h. Ça file à une vitesse en plus. Bah, quand on est ensemble, ça file toujours, vous savez. Et quand on est avec les auditeurs d'Europe 1, je me régale. Merci. Appelez-nous 01 80 20 39 21. On va parler 2 petites secondes sur Céline Dion. Thomas Joly, le directeur artistique, je sais plus quoi là, a dit que c'était, il a dit qu'elle avait pas chanté en playback. Thomas Joly a dit ça. Oui, il confirme. Thomas Joly a dit ça. Bah oui, mais bon. Excusez-moi, on sait. Il a dit aussi que c'était pas la scène. Les mecs, excusez-moi. Et moi, je m'en fous. Moi, je veux de la Quel franchise. succès quand même pour Thomas Joly. Oui, mais Non, mais c'est vrai, il a quand même fait quelque chose d'extraordinaire. Quel succès, Ah bah c'était oui, oui. arrêté. À l'échelle du monde. Mais parce que vous avez savez, adoré. Beaucoup de personnes disent, notamment ceux qui organiseront les prochains JO, ça va être très dur de. Mais arrêtez de dire des faire conneries. pareil. Ça, c'est le gaucho qui parle. Là, c'est le Je wokiste ne là, suis qui pas parle. gaucho, je Mais ne suis arrêtez pas de dire des wokiste. bêtises. Il y a plein de Ça a gens qui ont été détesté cette formidable. cérémonie. Et moi, je vais vous dire, il y a Formidable, Cyril. plus de gens qui ont détesté que de gens qui ont aimé. Ah non. Ah si, si. Non, Je vais vous Non, dire, non, ça c'est faux. Non. Les seuls gens qui ont aimé, Cyril, les seuls gens- sondages, non, mais les seuls gens qui sondages ont aimé- disent le contraire. les seuls gens qui ont aimé disent que c'est normal. T'as un cadre exceptionnel. Paris est la plus belle ville du monde. Donc Oui. forcément, t'avais de quoi faire. Mais ils auraient pu se passer d'énormément de tableaux qui ont choqué énormément de monde. Moi, excusez-moi, le trouble là, il est. C'est simple, et le début et la fin scène, sont très etc. bien, le milieu est catastrophique. Exactement, catastrophique. Bah, Voilà, selon c'est toi, tout. il y a des gens qui ont Début aimé. et la Bah fin, oui, c'est moi non, qui non, parle, donc non, c'est non, pas non, lui, bah, c'est pas ma lui mère. qui Bah, parle. donc ne dis pas que c'est. Les woke, Benaïm, on vous a pas Mais donné on la n'est parole. pas woke une fois pour toutes. Les woke. Moi, je vais vous dire, Merci. Thomas Joly, il devrait dire, elle a chanté en playback, terminé, c'est tout, merci, on passe à autre chose. Allez, on va pas, ça va, on s'en fout. Elle a chanté en playback, elle a chanté en playback. Mais qui Mais affirme pourquoi qu'elle a tout chanté en abîmer playback comme Mais- ça ouais, Alors, Qu'est-ce qu'on en fait, s'en- qui affirme Après, on s'en Les moque mecs, qu'elle c'est chante. un. Alors, Non, je on s'en vais vous moque. dire qui affirme Qui a abîmé qui affirme ça qu'elle a chanté en playback. Moi, je vais vous le dire. Qui C'est un journal extrêmement sérieux, Libération. Ouais, bah voilà. Ah, mais pour une c'est fois- Libération. Ah, c'est leur service Check News Pour en une plus. fois. Je me le suis pris aussi de la semaine dernière. Voilà, donc c'est Libération. Ah non, qui faut l'a dit. arrêter avec Donc, Check moi, News. moi, besoin d'abîmer s'il ça. vous plaît, moi je vais vous dire, mais les mecs, arrête, on s'en fout d'abîmer ou pas. Ah, mais On si. dit juste, est-ce qu'elle a chanté en playback ou pas? Oui, elle a chanté en playback, on s'en fout, on passe On à s'en autre chose. fout. Bah, on passe à autre Non, mais chose, ça vous y est, avez annoncé terminé. Libé, il faut arrêter avec Check News, avec tout ça, c'est insupportable. Check Non, mais News. moi Si, je faut crois vérifier. Libé. Là, je crois Libé. Non. Je Ah, pense oui. qu'ils ont Bon, raison enfin, là-dessus. attendez. C'est un faux C'est plus service. compliqué que ça. Il faut quand même Je crois savoir. Libé, là. En fait, Non, je suis désolé, en je crois fait, Libé. ce sont des Là-dessus, journalistes. je crois Libé. Ce sont des journalistes qui ont été demandés à des ingénieurs Mais oui. du son de regarder la vidéo. Ouais, Et selon les ingénieurs du son, Pas du tout. ils disent voilà, il n'y a aucune corrélation, il y a ceci, il y a cela. Mais les mecs, Et ce je vous serait le dis, donc. c'est pratiquement sûr, c'est impossible sinon. Arrêtez de Mais croire au est-ce Père que ce Noël. moment-là, Céline Dion, Oui, c'est sur cette magnifique. cérémonie, bon, mais pourquoi on n'en reste pas là Mais parce Pourquoi qu'on on a veut besoin savoir, d'aller on veut savoir gratter, si elle a là, chanté en. Ah oui, mais c'est comme ça, vous savez, ça. Voilà, Ouais, c'est c'est Non, comme là-dessus, ça. je rejoins Olivier Ouais, sur le moi aussi, service comme Check ça. News, là, c'est Voilà, vraiment. ça y est, il a tourné lui. Les mouches ont changé d'âge. Non, ça y est. Et pour en revenir, Libération, là, ce service, il faut arrêter avec ce et service Check pour en News. revenir à cette cérémonie d'ouverture, ça y est, ça date hein, maintenant, c'est bon. On va pas en parler pendant 200 ans, hein, c'est bon. On a fait les JO, il faut passer à autre chose. Maintenant, on a d'autres Ah oui. soucis. C'est bon. Merci Jean-Michel Larquet là qui commande tout, c'est bon. Je suis un peu payé pour ça en Non, fait. non, hein. c'est bon. Jean-Michel Larquet là, c'est bon. Allez commander le match ce soir de Belgique-France et arrêtez de Ah, je suis commenter pas tout ce sûre qu'on pour les dit. auditeurs. Merci. Je vous le dis, moi, je donne mon avis perso, et je pense qu'il rejoint l'avis d'énormément d'auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent entre 16h et 18h. La cérémonie d'ouverture, oui, ça a montré que la France est le plus beau pays du monde, et Paris est la plus belle ville du monde, voilà, c'est tout. Mais derrière, il y a eu plein de choses qui ont énormément choqué. Et on ne doit pas choquer lors de la cérémonie d'ouverture des JO. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est pas un truc politique, c'est pas un truc pour faire passer des messages, et le trouble, et la scène, et Marie-Antoinette, et voilà, non mais je vous le dis, donc on n'est pas là pour ça. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est un spectacle.
C'est un spectacle qui est montré au monde entier. Et vous dites, et on va clôturer là-dessus, parce qu'après on va passer à d'autres sujets. Comme ça, au moins, je vais clôturer moi-même. C'est une bonne technique. Je vais clôturer moi-même. Je vous le dis. Et les woke, la Bélaïm et Nartigol, les woke insupportables. Non, mais c'est un débat intéressant. Non, mais les woke insupportables qui reviennent de la gueule enfarinée du week-end et qui viennent manger leur laine sur moi-même, sur moi, Hanouna, je vous le dis. Alors, je vous le dis. Partout dans le monde, vous dites que c'est une fierté. Il y a plein de gens qui ont dit que c'était une honte, cette cérémonie, donc arrêtez de dire des bêtises. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était très on beau. a pu en débattre, merci Cyril. Mais c'était une honte, et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs d'Europe 1 qui sont d'accord avec moi. Tiens, si on peut en avoir qu'un, justement, 01 80 20 39 21. S'il vous plaît. Un, s'il vous plaît. Voilà, un auditeur d'Europe 1 qui veut réagir là-dessus. Le premier Il y a Daniel. Daniel, s'il vous plaît, Daniel, juste. Daniel, juste sur la cérémonie d'ouverture. Bonjour Daniel, vous nous appelez d'où ? Bonjour Cyril, j'habite Tours. Tours, très bien. Bon, Daniel, juste sur la cérémonie d'ouverture, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou avec les woke ? Oui, je suis d'accord avec vous. Et pour l'enregistrement, ça a été enregistré la veille. Voilà, merci Daniel. Bah oui, mais ils veulent pas avouer. Non, mais on s'en fout, moi j'adore Céline Dion. Je l'ai entendu sur une radio concurrente. Et la journaliste, elle s'est trompée parce que Céline Dion était arrivée 2-3 jours avant. Et la veille de la cérémonie, elle a enregistré dans les studios de Voilà. Bah merci. Je l'ai entendu, c'est pas une fausse... merci Daniel. Daniel, et juste 30 secondes sur la cérémonie d'ouverture, vous êtes d'accord avec moi ou avec les woke là ? La fin était bien, le milieu, non, je pense que c'était... comme moi. C'est le milieu, comme moi. C'était trop long, c'était pas terrible. Merci Daniel, merci d'avoir été avec nous. Il y en a, il leur faut pas grand-chose pour leur bien sûr, notamment les woke qui sont avec moi dans l'émission. Nartigol et Benaïm, faut dire que c'est pas facile tous les jours. Avec ça, je ne suis absolument... Merci Daniel d'avoir été avec nous, je vous fais de gros bisous. Réagissez, 01 80 20 39 21. La mère de Lola prend la parole 2 ans après la mort de sa fille, et on va revenir sur ce qu'elle a dit. Et je vais vous dire, on va revenir sur ce sondage. 84% des Français pensent qu'il faut, il faut expulser tous les OQTF. Voilà, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Il y a Gilles Verdez qui interviendra par téléphone. Ouais, aujourd'hui, décidément, c'est pas mon jour. Tout de suite sur Europe 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 16h42. On est en direct. Et Gauthier Lebray, s'il vous plaît. Gauthier Lebray, j'aimerais que vous nous disiez ce qui s'est passé, puisque la mère de Lola prend la parole 2 ans après la mort de sa fille. Oui, absolument. Elle a fait une longue interview dans les colonnes du Figaro, et il y a 2 déclarations à retenir vraiment. C'est évidemment sur les obligations de quitter le territoire français. Et vous savez, on a dit beaucoup à l'époque que la famille ne voulait pas de récupération politique. Oui. Et le gouvernement, notamment Éric Dupond-Moretti, qui a dit une phrase qu'on a ressorti ce matin, absolument hallucinante à l'Assemblée nationale. Il y a un député LR qui lui demandait juste ce qu'il en était sur les OQTF, avec la promesse présidentielle d'arriver à 100%. Et Éric Dupond-Moretti lui avait répondu: vous vous servez du cercueil de Lola comme d'un marchepied. Et la mère dit qu'elle n'était pas du tout dans le débat. Oui, il avait fait ça, je me rappelle, il a fait genre je suis très énervé. Oui. Fait de la petite poloche. Et donc la maman de Lola dit: je n'ai pas suivi les débats à l'époque, je m'étais totalement mise à l'écart, elle n'aurait pas dû être là. Elle parle de la meurtrière de sa fille, Dabia B, algérienne sous OQTF. Tout le monde le sait, ça renforce ma colère. Après, que faire, que dire? Ma vie était très bien avant. Elle a aussi perdu son mari, qui est mort de chagrin dans l'alcoolisme. Elle parle de l'alcoolisme de son mari. Cette dame a tout détruit, tout ce que j'avais, ma fille, mon mari, notre boulot, tout a volé en éclats. Elle n'aurait pas dû être là, tout le monde le sait. Ça renforce ma colère. Les jeunes ne sont plus en sécurité. Il faut aussi que les gens qui n'ont rien à faire chez nous restent chez eux. Et comme je comprends Delphine Davier, Hôpital, que j'embrasse fort, et d'ailleurs à qui j'envoie toute mon amitié, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle est exceptionnelle, Delphine, et je lui fais de gros bisous, et vraiment sa vie a basculé, et je suis d'accord avec elle à 2000%. Et elle parle aussi évidemment de Philippines, puisque ça fait référence à ce qui s'est passé pour elle. Elle dit: on se dit encore une fois, encore une, et pour combien de temps? C'est ce qu'on se dit, tous ces gens-là n'ont rien à faire là. Et elle termine: il faut aussi que les gens qui n'ont rien à faire chez nous restent chez eux. Exactement. Donc elle parle évidemment des OQTF. 01 80 20 39 21. Vous réagissez aux déclarations de la mère de Lola. 84% des Français favorables à l'emprisonnement de tous les étrangers sous OQTF. On a des auditeurs en ligne. On a Alan qui est avec nous. Bonjour Alan. Bon. Merci d'être avec nous, Alan. Vous êtes forain, c'est ça? Allô? Oui, Alan, bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour Cyril. Vous nous appelez de Nantes, c'est ça? C'est ça. Je connaissais un mec à Nantes. Ah ouais, comme Eddy de Nantes. Merci. Alain, vous êtes forain, c'est ça? C'est ça. J'adore. Vous faites quoi? C'est quoi l'attraction?
Moi, c'est un stand de pâtisserie que j'ai. Je fais des chichis, des crêpes, des beignets, des glaces. Ah, bah très bien. Bah, je vous envoie Fabien Lecoeuvre. J'adore. Et, il adore ça. Ah, pas de problème. Il se nourrit que de ça. On va lui mettre un peu plus de sel dans les recettes à lui, mais c'est pas grave. Merci, vous avez bien raison. Merci. Alan, vous êtes 84% des Français favorables à l'emprisonnement de tous les étrangers sous OQTF. Vous avez entendu ce qu'a dit la mère de Lola 2 ans après. Quel est votre avis là-dessus sur Europe 1 ? Là-dessus, si c'est un OQTF, il doit quitter le territoire français, il faut qu'ils rentrent chez eux dans leur pays d'origine, et puis c'est tout, il n'y a pas 50 solutions à avoir. Ouais. Et en plus, on le voit bien que les 3/4 ou plus, ils font encore des délits, des crimes et tout sur le territoire français, et c'est pas acceptable. Alors, les 3/4, c'est pas ce que disent les Olivier, c'est pas ce que dit Olivier d'Artigol, par exemple. Non, mais on prononce 130 000 OQTF par an. Oui. Donc, il y a énormément, il y a OQTF. Le fait qu'on puisse être très rigoureux avec les OQTF dangereux, bien sûr. Alors, moi, je vais vous dire. Mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Je vais vous dire, et Alan, je suis sûr qu'il va être d'accord avec moi sur Europe 1. Pour moi, il n'y a pas OQTF et OQTF. Il y a OQTF. OQTF doit quitter le territoire, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas OQTF et OQTF. Sinon, c'est pas la même appellation. Donc, tous les OQTF doivent quitter le territoire français, je suis désolé. Et les woke, on vous donnera la réponse dans un instant. Plus, il y a Gilles Verdez qui va nous appeler. La question est de savoir s'il faut les emprisonner tous. Oui, tous. Oui. À 130 000. Tous. On est obligé. Oui, je le dis. 84% des Français sont favorables à ça. Si on peut pas les mettre en prison, on n'a qu'à les renvoyer chez eux. Et puis c'est exactement. Le problème, c'est pas l'étranger en lui-même, bien sûr. Des étrangers, il y en a partout. On a tous des amis, des copains qui sont étrangers d'origine. C'est pas ça le problème. Vous le rappelez souvent dans votre émission en plus. Ah oui. Mais au bout d'un moment, c'est quand ils respectent pas les lois. Si c'est un Français pur souche qui fait la même chose, il doit être enfermé à vie en prison. C'est pas une question d'étrangers, encore une fois. C'est vraiment ce que la personne peut faire. C'est dangereux. La petite Lola, elle est décédée. Ses parents, son père, il est mort. Il est mort de ça. On le sait très bien parce qu'il s'est remis dans l'alcool pour. Leur vie, elle est gâchée. Vous comprenez ces gens-là? Comment que c'est possible aujourd'hui que 84% seulement des Français sont pour que les OQTF soient enfermés? Je trouve ça beaucoup quand même. 9 sur 10. 9 sur 10, oui, c'est beaucoup. Bien sûr que c'est énorme. Mais les gens qui sont contre, comment tu peux être contre de dire qu'un OQTF qui peut à tout moment tuer quelqu'un? Alan, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre Gilles Verdez et après il va vous répondre aussi Olivier d'Artigol. Il y a Gilles Verdez qui est avec nous en ligne. Gilles Verdez, merci d'être avec nous. Gilles Verdez, vous nous appelez d'où? Bonjour Cyril. Bonjour, vous nous appelez d'où, Gilles Verdez? De la maison. Très bien, j'ai sévi là-bas. Merci Gilles Verdez, merci d'être avec nous. Gilles, vous avez entendu la question d'Alan, notre auditeur sur Europe 1, qui dit comment il n'y a pas 100% des Français favorables à l'emprisonnement de tous les étrangers sous OQTF. Alors, je vous le dis, Gilles Verdez, si c'est pour nous dire c'est pas possible, on peut pas, c'est impossible, comment on va faire? Et ma mère ne veut pas. Donc il va pouvoir faire aucune intervention là. Voilà, non, mais je vous le dis, Gilles, je vous adore, mais c'est pas la peine. Voilà. Cyril, j'écoutais l'émission. Vous avez assez de woke autour de vous. Je vais pas en rajouter au niveau woke. Bravo Gilles. Merci Gilles. Merci Gilles. Moi, ce que je propose, Gilles, c'est que vous vous exprimiez ce soir à la télé là-dessus, d'accord? Oui. Je suis pour que les OQTF, d'abord, ayant été condamnés pour crimes et délits, soient en prison. Et je suis pour que les OQTF... 84% des Français favorables à l'emprisonnement de tous les étrangers sous OQTF. Ils ne doivent pas être en prison, ils doivent être dans l'avion. Exactement. Alors, moi, c'est prison pour ceux qui ont commis crimes et délits et centre de rétention administrative pour tous les autres. Sinon, on change l'appellation OQTF. Mais à ce moment-là, ça ne veut plus rien dire. Donc, je suis d'accord avec vous. S'ils sont au QTF, exactement, je suis d'accord avec vous. Bravo Gilles Verdez. Il faut que ces gens quittent le territoire français, soit immédiatement... C'est toi, Gilles? Gilles, c'est toi qui parles? C'est Olivier. Gilles, c'est toi? À mon avis, c'est un imitateur. Mais monsieur d'Artigol, votre mensuétude, elle est inaudible. Bravo Gilles. Elle est inaudible. Les gens vont se révolter contre vous. Gilles, bravo Gilles. Bravo. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, Gilles Verdez. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir des gens qui font des interventions aussi frappées au coin du bon sens. Merci Gilles Verdez. Alors, est-ce que moi aussi je peux être surprenant? Au revoir mon Gilles. Oui, Gauthier Lebray. En vous disant c'est pas possible. Vu que tout le monde est surprenant et que Gilles c'est une émission très particulière. Parce qu'on délivre 100 000 OQTF par an. On a actuellement 1700 places en CRA. Bruno Retailleau va en construire 3000 de plus. Donc allez, on va lorgner sur les 5000. Ça fait 5%. 5000 places pour 100 000 OQTF délivrés. Je sais pas comment vous faites, à part pousser des murs. Il faut construire. Donc moi, ils ne doivent pas être en prison. Ils doivent être dans l'avion. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr. Donc il faut arrêter que ça soit une invitation. On vous laisse un mois pour reprendre vos dispositions et pour partir. Non.
OQTF, 2 flics devant la maison pour vous conduire à Orly ou à Roissy. C'est aussi simple ça. Mais alors moi, entendre c'est pas faisable, je suis complètement pas d'accord avec Valérie Benaïm. Une fois de plus, Valérie Benaïm. On peut dire plein de trucs. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une rivière de diamants, mais je l'ai pas. Arrêtez de dire des bêtises, Valérie Benaïm. C'est beaucoup plus simple de faire ça que de construire des 100 000 places de prison. Ne dites pas de bêtises. Reste le problème des laissez-passer consulaires. Merci. Non, vous n'allez pas me dire merci très longtemps. C'est rien du tout ça. Moi, je suis pour les mesures de rétorsion avec les pays d'origine. On l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. C'est insupportable. On a essayé. Laisse-moi juste terminer ce développement. Voilà. Merci Cyril. Merci Gauthier. Donc on a baissé un peu les visas. 50%, 25%, ça dépend des pays. Au bout de 2 mois, on s'est couché et on a remis les visas à la normale alors qu'on a eu quasiment aucun laissez-passer consulaire en échange. Donc ce qui est possible de faire, c'est de dire l'élite de ces pays ne vient plus se faire soigner en France. Exactement, tous ceux qui ont des maisons, des résidences secondaires dans les beaux coins de l'Hexagone, c'est terminé, vous ne pouvez plus y aller. Et si on n'a pas les laissez-passer consulaires, on va même saisir vos comptes en France. Bravo. On va saisir vos résidences secondaires en France. Bravo. Il y aura plus 1 euro qui partira grâce à Western Union de ressortissants de ces pays-là vers les pays d'origine pour aider les familles. Ça, vous bloquez. Vous dites ça suffit plus. Ok, je bloque même les Français pour aller faire du tourisme dans ces pays-là, parce que ces pays évidemment vivent énormément du tourisme. Et vous allez voir les laissez-passer consulaires qui vont commencer à arriver par milliers avec on saura plus les mettre. De l'autre côté, ils te parlent, ils vont te dire augmentation du prix du gaz. J'en ai marre de Benaïm. J'en ai marre. Je pose des questions. On s'est passé du gaz russe. On s'est passé du gaz russe. On peut arriver à se passer de. Stop. On peut se passer du gaz russe, exactement. On peut se passer d'autre chose. Moi, j'en ai marre d'entendre les discours. Et on va voir, j'aimerais avoir Laurence en ligne avec nous. Oui, arrêtez Valérie Benaïm. Laurence qui est avec nous de Savoie. Laurence, quand vous entendez Valérie Benaïm, ça doit vous rendre dingue. Moi aussi. Non, je pose des questions. Je m'interroge sur la faisabilité. Oui, c'est ça. Parce que c'est facile de dire j'ai envie. Moi aussi, j'ai envie. Si on vous écoute, Valérie Benaïm, on fait rien. Non, mais je pense que les différents gouvernements depuis plus de 40 ans ont tous essayé. J'en ai marre de ces gens. Donc je m'interroge pourquoi ils n'y ont pas réussi. Je ne fais que m'interroger, Cyril. Ils sont mous comme vous. Voilà, Valérie Benaïm, pourquoi ils n'ont pas réussi. Bah oui, vous êtes molle. Laurence. Bonjour Cyril. C'est insupportable ces gens, Laurence. Désolé. Alors que dire? Moi, j'aurais tellement de choses à dire, comme la dernière fois en fait. Déjà, cette criminelle, première chose, alors elle n'a déjà pas dû se trouver sur le territoire national. Elle va nous coûter 32 000 euros par an, cette criminelle. Voilà. Donc déjà, elle n'aurait pas dû être là. Ensuite, j'ai envie de dire, apparemment, son procès va avoir lieu en 2025 ou quelque chose comme ça, c'est ça? Malheureusement, Lola, elle a mis quelques minutes pour quitter tout le monde sur cette terre, quoi. Elle n'a pas mis 3 ans. Ses parents n'ont pas mis 3 ans non plus pour perdre leur fille. Donc déjà, moi, je suis absolument dégoûtée. Je me dis, justice à 2 vitesses, quoi. Et puis, concernant les OQTF, j'ai envie de vous dire, avant d'être emmerdé pour pouvoir les renvoyer, déjà qu'on les fasse pas revenir, qu'on les fasse pas venir, quoi. C'est ça. Qu'on les laisse pas rentrer, quoi. Bravo, oui. Mais maintenant les ceux qui sont là, puis, il faut les mettre dans l'avion. Je suis désolé, c'est tout. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, ça a la même terminaison, mais au lieu de les mettre en prison, c'est plutôt pour les mettre dans l'avion. Mais bien sûr, il a raison, Gauthier Lebray, comme d'habitude. Complètement, c'est ce que j'allais dire. Si, il a raison. C'est mon petit chouchou. Laurence, je vais vous dire, il faut arrêter, parce qu'il y a des solutions. Moi, entendre ce que j'entends là dans le studio, c'est inadmissible pour moi. Bien sûr qu'il y a des solutions, il faut juste une très grande fermeté et vous verrez qu'il y aura des solutions. Le problème, c'est quand vous voulez. Bien sûr, à un moment, quand vous voulez faire plaisir à tout le monde, forcément, vous vous retrouvez avec les OQTF sur le territoire. Il faut leur faire prendre l'avion. C'est tout. S'il vous plaît, on va laisser finir Laurence. Allez, sans le retour. Allez sans, bien sûr. Allez sans le retour, on va pas. Sans l'hôtel aussi. Parce que mine de rien, toutes ces histoires de prison, de gras, etc. Je reprends un peu la phrase de Raymond sur le plateau TPMD. C'est nous qu'on paye, quoi. Bien sûr. C'est nous qu'on paye. Exactement. 32 000 euros par an. À un moment donné, il y en a marre. Parce que c'est pas normal, quoi. Et puis c'est bien gentil toutes ces OQTF, mais non. Moi, j'ai pas envie d'aller bosser pour payer pour des gens comme ça. Bien sûr. Et puis, comme je vous disais juste avant, oui, il faudrait éviter de les faire rentrer. Déjà, on en laisserait moins rentrer, il y en aurait moins à faire partir.
Donc ça serait déjà moins le bazar. Bien sûr. Ça déjà c'est la base. Etc. Oui, mais on peut pas. Y a pas oui, mais non. Écoutez pas Gilles Verdez. Et puis Gilles Verdez s'est ressaisi. Laurence, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous pouvez rester avec nous. On va se retrouver dans un instant. On va parler aussi de la facture d'électricité. Est-ce qu'elles vont flamber? 01 80 20 39 21. On aura Henri Proglio, ancien PDG d'EDF, et vous continuez à réagir, bien sûr, à ces OQTF. 01 80 20 39 21. Tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On est sur Europe 1. La mère de Lola prend la parole 2 ans après la mort de sa fille. On en parle bien entendu actuellement sur Europe 1. Et puis dans un instant, pour moi c'est un événement. Nos factures d'électricité vont-elles flamber? Henri Proglio, ancien PDG d'EDF, auteur du livre L'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon, sera avec nous dans un instant. Et là, on va avoir des réponses. Et franchement, moi, l'électricité, ça me rend fou. Vous aussi, réagissez 01 80 20 39 21. Est-ce que vous avez peur de la hausse de l'électricité? Dites-nous ce que vous en pensez sur Europe 1. 01 80 20 39 21. On a Alan qui est avec nous, qui réagissait à la mère de Lola, qui a pris la parole. Cette dame a tout détruit, tout ce que j'avais, ma fille, mon mari, notre boulot, tout a volé en éclats. Elle n'aurait pas dû être là, tout le monde le sait, ça renforce ma colère. Les jeunes ne sont plus en sécurité. Il faut aussi que les gens qui n'ont rien à faire chez nous restent chez eux. 84% des Français favorables à l'emprisonnement de tous les étrangers sous OQTF. Je pense que ces 84% de Français sont également favorables à ce qu'a dit Gauthier Lebray, c'est-à-dire qu'il quitte le territoire. L'avion plutôt que la prison. Exactement. L'avion plutôt que la prison, ça coûtera moins cher. Oui, ça coûtera beaucoup moins cher. Je suis assez d'accord avec vous. Alan est encore avec nous. Juste, Alan. Oui, Alan, avant de prendre d'autres auditeurs, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce que disent Valérie Benaïm et Olivier d'Artigol. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Oui, je voulais rien dit, mais bon, allez-y. Malheureusement, rien va changer. Ça changera jamais parce qu'à partir du moment qu'ils nous ont mis à la justice un Gilles Verdez, c'est parce qu'ils veulent très bien que les choses, ils veulent pas que ça évolue. Il va peut-être partir. Il a dit qu'il allait peut-être démissionner, le pauvre. Oui. C'est ce qui peut arriver de mieux à Michel Barnier. Ce qu'ils auraient dû faire, après, je sais pas, je suis pas en politique, mais ils auraient dû mettre Gérard Darmanin, qui était au courant de tous les dossiers, qui était ministre de l'Intérieur, et ils auraient dû le mettre à la justice. Pas mal. Ouais. Et puis voilà. Et là, je trouve que ça, c'était une bonne idée, ça, Alan. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça aurait été une très bonne idée. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr. Merci, Alan. Très bonne idée. Merci, Alan, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. On a Dominique qui est avec nous. Bonjour, Dominique. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous, Dominique. Vous habitez Paris et forcément vous pensez comme moi, j'ai l'impression. Ah oui, alors je pense comme vous et je vous écoute. J'ai pas 20 ans. Je fais pas partie des jeunes, je suis une retraitée de 63 ans. Vous êtes toute jeune, vous avez 63 ans, c'est jeune, 63 ans, Dominique. Oui, mais complètement. Et qui vous écoute. Donc, Cyril, avant de parler des OQTF, merci de nous protéger vos écouteurs. Merci. Parce que on vous écoute, on est là et on a le droit, on n'est pas des délinquants, on a le droit d'exister, donc on est important aussi. Exactement. Alors, pour revenir sur les OQTF, oui, je suis complètement d'accord aussi avec vous. Il faut que la majorité reparte en avion. Bien sûr. Donc il faut des moyens. Les OQTF, par contre, je suis aussi pour une fois d'accord avec Gilles Verdez parce que un OQTF qui a tué, qui est délinquant et qui a fait une connerie sur le territoire français, ne doit pas être mélangé avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a du juridique derrière et il doit y avoir un suivi. Donc d'un côté, il faut investir pour ne pas que les étrangers, tout le monde rentre en France. Moi, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu... Vous avez vécu où, Dominique ? J'ai vécu dans les Caraïbes pendant de longues années. J'adore. Où ça dans les Caraïbes ? Où ça ? J'étais en République dominicaine. Ouais, je connais bien là-bas. J'ai fait du droit là-bas. J'ai sévi là-bas. Croyez-moi que les étrangers ils ont intérêt de bien se tenir. Et j'ai vécu aussi au Maghreb. J'ai vécu 4 ans au Maroc. Oui. Et là c'est pareil. On m'en bouge pas une oreille en tant qu'étranger. Je suis désolée. On respecte. Mais c'est sûr, mais Dominique, on est montré du doigt très très vite. Dès qu'on fait une connerie, les gens ils font pas des cadeaux, ils prennent pas leur téléphone pour faire des menaces anonymes. Dominique, quand vous êtes étranger dans un pays, vous avez intérêt de vous tenir parce qu'ils vous le font savoir. Bien sûr, Dominique et tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, il est 17h07, on est en direct après la déclaration de la maman de Lola. Moi, ce qui me rend fou, je vais vous dire, c'est les gens qui disent c'est pas possible,
on peut pas, on n'y arrivera pas, c'est impossible. Et l'avion, c'est pas possible. Et avec les pays, c'est pas possible. Et ils pourront pas. On n'en peut plus. Dominique, tout est possible. Exactement. Tout est possible. C'est une question de fermeté. C'est une question de fermeté. Tout est possible dans la vie. Et je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai bourlingué. Je sais que tout est possible. J'ai travaillé avec beaucoup de politiques. Et croyez-moi, je sais qu'ils sont capables de faire quand ils le veulent. Bah oui. Mais madame, on va. Attends, oui, alors je suis d'accord avec vous. Oui, ils sont tous d'accord, mais ils veulent rien faire, Valérie Benaïm et lui. C'est faux, mais ce n'est pas grave. Oui, c'est complètement faux. Non, mais c'est faux, mais ce n'est pas grave. Mais on va avoir la vérité des prix. Pourquoi ? Parce que le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a indiqué, notamment concernant l'Algérie, écoutez, maintenant c'est simple, un laissez-passer consulaire, un visa. Parce que bien évidemment, les avions peuvent décoller, mais pour qu'ils atterrissent, il faut qu'il y ait un laissez-passer consulaire. C'est tout simplement la réalité. S'il vous plaît. Donc, Olivier D'Artigol et Valérie Benaïm. Non, Cyril Hanouna. On va voir si le ministre de l'Intérieur je vais vous dire quelque arrive à atteindre son objectif. Le ministre de l'Intérieur, je vais vous dire, le ministre de l'Intérieur, et je suis bien placé pour le savoir, vous savez que j'étais proche de Gérald Darmanin, donc Gérald Darmanin, j'ai déjà parlé à Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, sachez-le, seul il peut rien faire. Croyez-moi. Donc voilà, il peut rien faire, le ministre de l'Intérieur. Donc là, vous dites mauvais exemple. Déjà, vous connaissez pas le dossier. Il a annoncé. Il peut rien faire. Bien sûr que je connais le dossier. Vous connaissez pas le dossier. Mais alors, c'est les relations diplomatiques. C'est le chef d'État. Mais oui, c'est le chef d'État justement. Donc si Emmanuel Macron ne fait rien, Monsieur de Retailleau et le ministre de l'Intérieur pourra rien faire. On va se retrouver dans un instant. Vous restez avec nous sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Mais je vais vous dire, le ministre de l'Intérieur sans le chef de l'État, il peut rien faire. Donc déjà, mauvais. Je vous le dis, vous êtes à côté. Je vous le dis, c'est sûr. Et à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h11 sur Europe 1, on est en direct. Vous êtes très nombreux à réagir. 01 80 20 39 21. Dans un instant, on est très très heureux d'accueillir Henri Pourillo, ancien PDG d'EDF. Et aujourd'hui, je voulais absolument l'avoir. Parce qu'avec ce qui se passe sur l'électricité, j'ai vraiment besoin de ses éclairages, si on peut dire, avec ses lumières. Auteur du livre L'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon. Il va répondre à toutes vos questions. 01 80 20 39 21. Il y a énormément d'auditeurs qui m'appellent, qui me laissent des messages sur Europe 1 qui me disent Cyril, comment va-t-on faire si la facture d'électricité augmente, on est cuit, on ne pourra pas s'en sortir, on va tous mettre la clé sous la porte. Donc on va en parler dans un instant. On parlera également du gaz, parce que c'est lié, et c'est vrai que la TVA, incroyable, 5,5 à 20%. Ouais, mais comment vous voulez impossible de s'en sortir. Là, je comprends pas en fait comment les calculs sont faits. On va en parler dans un instant. Pour le moment, on était sur la mère de Lola qui prend la parole 2 ans après la mort de sa fille. Et un sondage est sorti, 84% des Français favorables à l'emprisonnement de tous les étrangers sous OQTF. On n'est pas tout à fait d'accord avec ça parce que il y a quoi, 130 000 OQTF Plus de 100 000 par an. Exactement. Délivrés. Donc aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, la seule manière de faire avancer les choses, c'est essayer de s'arranger avec les pays d'où sont d'origine ces ressortissants et essayer de s'arranger avec eux, mais en faisant des pressions qui seraient extrêmement importantes. Aujourd'hui, on va pas se mentir, on les fait pas. Non, moi il y a un proche de Gérald Darmanin qui m'expliquait quand il était à l'intérieur que on était à 10% de ce qu'on pouvait faire contre les pays d'origine et que évidemment il fallait la volonté à la fois du Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères et comme vous le disiez Cyril, du président de la République. C'est lui qui décide de mener oui ou non le bras de fer avec les pays d'origine. Emmanuel Macron qui disait qu'il fallait atteindre 100% des OQTF. Exactement. Mais je vais vous dire, le ministre de l'Intérieur, et j'en ai discuté longuement avec Gérald Darmanin, il peut rien faire tout seul sur ces sujets-là. Il peut proposer, mais sachez-le, c'est pas lui qui va taper dans la main avec le pays de ces... Gérald Darmanin avait fait une tournée avec les pays d'origine, il s'était rendu sur place, mais après quand Emmanuel Macron décide de remettre les visas à la normale et d'arrêter de les baisser de 50% ou de 25% en fonction des pays, évidemment il doit suivre, c'est tout. Donc monsieur D'Artigol, même si je vous aime énormément, sachez-le, quand vous dites on va voir ce que va faire Bruno Retailleau et on va voir si ce qu'a dit Bruno Retailleau va marcher, ça marchera pas. J'ai simplement rappelé, Cyril, que le nouveau ministre de l'Intérieur avait eu le verbe un peu haut concernant ces enjeux en se fixant un objectif. Pas du tout. Il est évident que un très grand nombre de réponses sont à l'Élysée, mais je vous pose une question au regard de ce que vous avez dit sur les leviers sur lesquels on pourrait agir et actionner. Pourquoi cela n'a pas été fait par le passé ? Par manque de volonté politique. Mais on le sait que c'est. Mais on le sait pourquoi ça n'a pas été fait. Donc dites-moi. Mais bien sûr. Je vais vous dire, aujourd'hui, vous le voyez bien. De l'ensemble des présidents passés.
Sur quelle période? Mais sur toutes les périodes, je vais vous dire. Il n'y a que Nicolas Sarkozy. Voilà. Ça vous embête que je dise qu'il n'y a que Nicolas Sarkozy. Tiens, sur les OQTF. Nicolas Sarkozy, il a fait les charters, je suis désolé. Après, ça a été compliqué. Gauthier. Oui, alors il y avait les charters. Après, Nicolas Sarkozy, il a aussi supprimé la double peine. Il y a eu les charters et après, il y a eu Hollande avec les scooters. Prison plus avion. Et Nicolas Sarkozy, il n'est pas allé jusqu'aux répressions qu'on propose, c'est-à-dire bloquer Western Union, arrêter avec l'aide au développement. Bien sûr. Mais geler les avoirs, il l'a pas fait non plus. Bien sûr, mais c'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui parce qu'il y a urgence. Dominique est avec nous en ligne sur Europe 1. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Dominique, hein? Oui, je voudrais rajouter quelque chose parce que encore une fois, c'est une question de moyens. Évidemment, l'argent, c'est de la restriction partout. Sur la justice, alors ça, c'est vraiment tout à fait ce qu'il ne faut pas faire à mon avis. Mais tout est une question de moyens. Et bloquer les frontières aussi pour qu'un minimum d'étrangers rentrent, ça aussi, ça a un coût. Donc, et de faire sortir les OQTF au plus vite par avion, tout a un coût dans la vie. Et ben moi, je propose qu'ils fassent un sondage auprès des Français et de savoir combien de Français seraient capables pendant une période, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, de financer, de payer sur des impôts, de donner chacun 5, 10 euros par foyer, des foyers pauvres. Eh bien, vous verrez que 99% des Français seront d'accord d'aider l'État dans des cas comme ça. Merci Dominique d'avoir été avec nous sur Europe. On est augmenté de partout, et on voit pas pourquoi. Des solutions, il y en a, des idées pour réfléchir. Il faut tout mettre sur la table et puis se battre pour que ça avance. Mais arrêtez de nous mentir. Merci Dominique d'avoir été avec nous sur Europe 1. Moi, je pense que comme d'Artigol, il faut faire pendant 6 mois 2 priorités. Immigration, pouvoir d'achat. On avait dit pouvoir d'achat, sécurité. Exactement, oui. Et puis si c'est pas possible, faut arrêter de délivrer des OQTF. C'est vrai qu'on avait dit pouvoir d'achat, sécurité, exactement. Faut pas dire quand on est le président de la République qu'on va aller réaliser 100% des obligations de quitter le territoire. Et puis après, faut aller le dire à la mère de Lola, faut aller le dire à la mère de Philippines, faut aller le dire à Claire qui s'est fait violer dans son hall d'immeuble et qui se bat aujourd'hui pour faire appliquer les obligations de quitter le territoire français. C'est trop simple. Une fois qu'on aura tout essayé, vraiment tout essayé, et qu'on sera encore à 10%, là on pourra dire c'est pas possible. Merci Gauthier Lebron. On va prendre 2 derniers auditeurs, mais très rapide, 1 minute chacun. On a Pascal qui est avec nous du Périgord. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour. Vous vouliez réagir? Bonjour. On l'a dit, sécurité, pouvoir d'achat, on l'a dit. Monsieur Lebret a tout dit. Bien sûr, comme d'habitude. Comme d'hab, concernant les OQTF, il a tout dit. Mais vous savez que ce gouvernement, c'est vraiment l'usine à gaz. Je ne sais pas où on va, mais c'est une usine à gaz. Parce que déjà, là, il propose d'enfermer les gens à combien de jours? De plus de 200 maintenant. 210 jours. 90 jours à 210. 210, en CRA. Oui, mais il faut enchaîner derrière. Oui, ça coûte de l'argent, faut tout mettre dans l'avion. Vous pensez qu'ils coûtent pas de l'argent au jour d'aujourd'hui, tous ces gens-là? Mais il faut arrêter un peu. Alors, sachez-le, un OQTF en prison, ça coûte 32 000 € par an. C'est ça, 32 000 €. Dabia B, elle coûte 32 000 € par an. Je vais vous dire, moi, si je suis à l'étranger dans des pays souverains, que je suis pas en règle, je rentre sans visa, vous savez ce qu'ils vont me faire? Ils vont me foutre en tôle, à coup de pomme dans le cul, me renvoyer en France. Là, il faut faire pareil. Il faut arrêter d'être aussi généreux. Et puis, il faut arrêter. On a ouvert les vannes. Maintenant, les vannes, il faut les fermer. Il faut réparer tout ce qui a été fait. Tout simplement. Olivier d'Artigol. Il faut remettre la main sur notre politique migratoire. Il faut s'attaquer à l'immigration irrégulière. Je continue à croire que quand on a une vision qui peut être positive concernant l'immigration régulière qui a apporté à notre pays, la manière dont nous avons accueilli des personnes par le passé, notamment sur les 30 Glorieuses, est inacceptable. Elles ont contribué à notre économie, à ce qui est devenu notre pays aussi. Donc sur ce discours aujourd'hui qui vise à présenter les étrangers, de quelque génération que cela soit, comme une menace ou comme un risque, est quelque chose que je conteste. Et j'espère qu'on va arriver, puisqu'ils annoncent une nouvelle loi, une nouvelle encore. Alors qu'on n'a pas encore les décrets d'application de celle qui a été votée en janvier 2024. J'espère qu'on aura un débat qui nous permettra d'en parler sereinement. S'il vous plaît. Le ministre de l'Intérieur confirme une nouvelle loi immigration en 2025. Voilà, donnez l'info. Janvier. Au lieu de partir, exactement. Merci. Merci à vous. On va prendre... merci Pascal d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ok, à bientôt.
bientôt. Merci Pascal. On prend Eric très vite, 1 minute, et après on va passer à l'électricité. C'est très important pour vous. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir sur l'électricité. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Eric, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Merci bonjour Cyril, Eric. Bonjour toute l'équipe. Vous nous appelez du Rhône-Alpes, Rhône-Alpes. Ouais, du Rhône-Alpes, ouais. En tout cas, c'est super. Franchement, je voulais déjà te remercier, Cyril. Enfin, si je peux me permettre. Allez-y, il n'y a pas de problème, Eric. Vous pouvez vous permettre. Parce qu'en fait, quand on regarde la télé tous les soirs, c'est un moment de détente et tout. Bon, j'aimais mieux avant quand tu leur balançais dans la ganache des jets de chocolat. Mais ça va arriver, ça va. Aujourd'hui, ça se fait plus. Alors, attends, Eric. Aujourd'hui, ça se fait plus. Si, ça va revenir, ça, t'inquiète pas. Sinon, par contre, je voulais te remercier que réellement, c'est vrai que c'est un moment de bonheur. Et en plus, tu invites tout le monde et tout, tu donnes la parole à tout le monde. Merci, Eric. Merci, Eric. Merci beaucoup. Et Gauthier Lebret, c'est super parce que Gauthier Lebret, tu vois, sans vouloir faire de l'humour, mais c'est le Thierry Leluron de l'information politique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il lui ressemble. La journée est faite. Thierry Leluron. Non, en fait, je voulais réagir sur ça. Tiens, j'ai un truc qui vient de m'arriver. Regardez, je vais en parler ce soir dans l'émission. Tiens, il y a un truc qui vient d'arriver sur mon téléphone. Il touche la CAF, mais possède 34 voitures, dont une Ferrari. Je vais l'envoyer à Gilles Verdez. Ça, ce soir, on va en parler. Ah ouais, c'est vrai, Gilles Verdez. C'est magnifique. Et puis la voyante qu'il avait surnommé Gilles Merguez. Enfin, c'était magnifique. Eric, donc dites-nous. Alors moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'effectivement, il faudra enfermer tous les OQTF. Alors pour réagir, c'est impossible là pour le coup parce que bien sûr que c'est impossible. C'est où l'avion, mais pas la prison, ça sera impossible. Non, mais c'est impossible. Mais effectivement, aujourd'hui, tout le monde risque sa vie. Alors effectivement, Olivier d'Artigol, il a raison. Faut pas jeter l'opprobre sur tous les étrangers qui sont en France. Mais ceux qui ont eu une OQTF, c'est qu'ils ont fait quelque chose de mal. C'est que c'est non. C'est peut-être que leur titre de séjour est arrivé à expiration et donc ils doivent administrativement quitter le territoire, mais c'est peut-être la personne qui a préparé votre pizza dans l'arrière-cuisine, c'est peut-être celui qui vous a livré son repas par les plateformes, et c'est peut-être celui qui s'est occupé de votre maman sur les aides à domicile. Il y a un problème d'appellation. Il y a un problème d'appellation. Parce que pour beaucoup de Français, mais c'est vrai que pour beaucoup de Français, quand ils entendent OQTF, ils entendent criminalité ou crime. Or, il faut rappeler à nos auditeurs... Il y a un problème avec l'appellation OQTF. C'est où on garde OQTF que pour les individus dangereux. Voilà, c'est ça. Voilà. Sinon, les autres, il faut les appeler autrement. C'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'OQTF, c'est ce que disait tout à l'heure Olivier d'Artigol. Il disait il y a 2 types d'OQTF. Pour moi, il ne doit pas avoir 2 types d'OQTF. Un OQTF doit quitter le territoire français. Donc, c'est qu'il il a une dangerosité. Exactement, oui. Mais non, qu'il est en situation irrégulière. Obligation de quitter le territoire français, ça peut être quelqu'un que le préfet décide de ne pas régulariser pour des raisons différentes. Parce qu'il n'a pas de famille, parce qu'il n'a pas d'emploi. Mais moi, entendre qu'il y a 2 types d'OQTF, il ne doit pas avoir 2 types d'OQTF. Il n'y a qu'un seul type d'OQTF. Sinon, on s'en sortira. Ça ne veut pas dire que la personne est forcément dangereuse. Ça veut dire qu'il n'a plus rien à faire en France. Oui, mais maintenant, tout le monde pense qu'un OQTF, potentiellement, c'est quelqu'un de dangereux. Exactement, on est d'accord, Olivier d'Artigol. Eric, vous voulez rajouter quelque chose? En tout cas, Cyril, moi je t'ai encore à te remercier, franchement, et c'est vrai que tu rassembles les gens et tout, c'est dommage, il faudrait te lancer dans la politique, parce que effectivement, les émissions comme tu faisais, en invitant des hommes politiques et tout, on va le refaire. Ah ouais, faut le refaire. On va le refaire, Eric. Merci Eric d'avoir été avec nous sur Europe 1, je vous fais de gros bisous. Merci Eric. Merci Eric. Merci Eric, merci. On est ensemble jusqu'à 18h, bien entendu, sur Europe 1. On va parler de la hausse des taxes sur l'électricité et vous pouvez réagir. 01 80 20 39 21. C'est officiel, l'électricité va encore augmenter. J'ai une petite question. J'ai reçu énormément d'agriculteurs, de boulangers, de restaurateurs qui me disaient déjà, il y a 6 mois, on ne peut pas s'en sortir avec la facture d'électricité. Comment aujourd'hui, on peut se dire qu'il va y avoir encore une facture qui va bondir de près de 14%, Gauthier Lebret. Pour 6 millions de Français. Et vous avez vu l'ambiguïté du gouvernement. Le gouvernement explique que, en fait, ça va moins baisser. Ça va pas augmenter, mais que ça va moins baisser. Que la baisse aurait dû être plus importante. Et avec la hausse des taxes, l'électricité va continuer de baisser, mais moins que prévu. Donc il faut faire très attention à cette ambiguïté-là sur laquelle joue le gouvernement. C'est comme pendant les soldes, en fait, vous voyez ou pas? C'est ça. Et puis les 6 millions, c'est ceux qui ne sont pas chez EDF. C'est ceux qui ont d'autres contrats que chez EDF. Et justement, ça aussi, je vais vous dire, c'est un fichoir, comme je dis souvent. Cette histoire, non mais je vous le dis. Parce qu'il y a 40% des Français qui sont hors EDF. Ça aussi,
je vais vous dire, ça a tout dérégulé. Je suis désolé, excusez-moi de vous dire ça. Ouais. C'était beaucoup Vous vous souvenez, au moment où on nous l'a vendu, c'était présenté comme un nec plus ultra. C'était la dérégularisation. Écoutez-moi bien, c'est ça qui a foutu le bordel, excusez-moi de le dire sur Europe 1. Ça a été une catastrophe, ça. Ça, vraiment, une catastrophe. Hein. Et je le dis pour les Français qui nous écoutent, on nous a présenté ça, c'était exceptionnel. Et je vais vous dire, une fois de plus, on se rend compte quelques années après parce qu'au départ, nous, on s'est dit, bon, ça va pas changer énormément, mais aujourd'hui, on se rend compte de la catastrophe que ça a été. Ça. Vous savez qu'il y a 80% des Français qui disent faire attention à leur consommation d'énergie. Bah, bien sûr. 80% des Français. Mais on est obligé aujourd'hui. Vous croyez quoi, les boulangers font comment ? Ils vont pas vendre des 15 000 baguettes par jour, ils peuvent pas s'en sortir. Et alors, Agnès Pannier-Runacher a dit, il faut pas que ça augmente seulement sur l'électricité, il faut que ça augmente aussi sur le gaz, la ministre de la Transition écologique. Et là, elle s'est pris ses collègues du gouvernement à Bercy qui ont dit, hors de question. Mais enfin, ça a créé un sacré remous chez les Français qui sont au gaz. Hein. Dans un instant sur Europe 1, Henri Proglio est avec nous, ancien PDG d'EDF, auteur du livre L'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon. Parle de tout ça, appelez-nous 01 80 20 39 21 sur Europe 1. On vous attend, on est en direct, à tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête et vous êtes très nombreux à nous appeler 01 80 20 39 21. On parle de la hausse des taxes sur l'électricité. Je voudrais qu'on applaudisse Henri Proglio et qu'on le remercie d'être avec nous. Ancien PDG d'EDF et auteur du livre L'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon. Merci d'être avec nous, Henri Proglio. C'était très important de vous avoir aujourd'hui parce qu'il y a énormément d'auditeurs qui nous parlent de la hausse de l'électricité. Merci d'être là. Merci de votre invitation. Merci. On parlait il y a un instant, de la disparition. Enfin, quand EDF, quand il y a eu les nouveaux entrants, ça a été une catastrophe. Hein. On est d'accord, Oui, ça nous a été survendu. Bien sûr. Il y a eu des campagnes de communication très agressives pour aller donc vers cette concurrence présentée comme véritablement une bonne affaire. Une aubaine. Une aubaine. Et après, Monsieur Proglio va nous raconter ce qui s'est passé. C'est l'un des énormes scandales national de la dernière période, alors que c'est une question essentielle. Il s'agit de notre souveraineté. Exactement. Alors, Henri Proglio, là-dessus, qu'est-ce que vous nous dites ? Parce que nous, on a l'impression, alors on se dit toujours, on a l'impression que c'était mieux avant, quand il n'y avait que EDF. Je crains que vous ayez raison. Ah, merci. Il m'est arrivé de le dire aussi. Et non pas parce que je regarde le rétroviseur, mais c'est simplement un constat, je dirais, lucide c'est ça, de la situation. On nous a vendu un rêve qui est le rêve d'une certaine mythologie, si vous voulez. La mythologie au fond, le bonheur par la concurrence. La concurrence, le marché, c'est le bonheur absolu. Vous n'êtes pas heureux, vous ne vous en rendez même pas compte, vous êtes client d'un monopole d'État, et donc, en conséquence, on veut vous libérer de ce carcan et vous donner la liberté de la concurrence, le bonheur d'enfin naviguer dans un monde moderne. C'était une hypocrisie absolue. Bien sûr. Parce que ça a été fait en toute connaissance de cause. Quand je regarde la situation ex-ante, c'est-à-dire avant cette dérive, c'est-à-dire un EDF dont je dois dire que je ne pourrais jamais le remercier assez cette structure, cette entité, cette entreprise créée en 1946 par l'État français, de ses mérites, à la fois en termes de compétences et en termes de dévouement. Il y a beaucoup de choses à dire sur le statut, etc., qui sont là aussi des résultats d'une incompréhension, d'une mauvaise interprétation de la réalité. Toujours est-il que, si je me réfère à la situation ex-ante, c'est pas très vieux. Il y a 10-12 ans. Cette situation-là, elle était laquelle ? EDF, seul opérateur d'un service public. Et ça aussi, on a considérer que la notion même de service public était une notion absurde, dépassée, qu'il fallait bannir ce mot. N'importe quoi. J'ai été, en arrivant dans cette maison en 2009, soucieux de mettre ce terme de service public à l'honneur, en disant, nous avons la responsabilité, l'honneur d'être l'opérateur du service public de l'électricité en France. Vous savez, à l'époque, malheureusement, ce slogan était déjà dépassé quand je suis arrivé. Le slogan d'EDF, c'était « On vous doit plus que la lumière ». Exactement. C'était une belle formule. Oui, c'est celui dont on se souvient. Hein. Absolument. Oui. Et aujourd'hui, on ne vous dit plus rien, on ne vous doit plus rien. Non. Mais je vais vous dire, moi j'ai Henri Proglio, je suis peut-être idiot, mais il y a plein de choses qui ont été faites par les anciens. Voilà, quand on parle d'EDF, etc. Les mecs, c'était pas tous des idiots. À un moment, à tout vouloir défaire. À un moment, on défait tout. Il y a plein de choses qui étaient très très bien avant, qui étaient très très bien faites et qui avaient été étudiées pour être bien faites, comme EDF, qui ont été
défaites par des mecs qui se sont dit ah bah non, nous on va faire mieux parce qu'on pense que mais je suis désolé, il faut arrêter à un moment. Aussi, l'intelligence, c'est de garder les choses qui marchent. Mais est-ce qu'on a des faits en nous mentant sciemment, en nous vendant ce rêve, ou est-ce qu'on a des faits en y croyant à ce rêve? Alors, c'est la vraie question. Henri Proglio, je rappelle, est avec nous sur Europe 1, ancien PDG d'EDF. Merci. Alors, j'aurais une réponse double. D'accord. Je vais essayer d'être très simple. L'EDF était un atout incontestable, incontournable, massif pour l'économie française. Nous avions l'électricité la moins chère d'Europe. Et donc, nous étions un pays d'attraction pour tous les industriels électro-intensifs qui voulaient développer leurs activités. Il valait mieux le faire en France parce que l'électricité est moins chère, d'où le développement de l'aluminium, etc. et toutes les grandes industries qui sont développées en France. Et ça, on le doit à quoi? À l'attractivité du pays à cause du prix de son électricité. Deuxièmement, deuxième partie du raisonnement, nous avons à côté de nous un grand pays industriel qui s'appelle l'Allemagne. Voilà. L'Allemagne s'est construite, la République fédérale, après la guerre, sur deux axes. L'axe industriel et l'ouverture à l'Est. L'Ost politique. L'Allemagne a voulu bâtir sa prospérité sur son industrie, et pour construire sa prospérité, elle a compris que les marchés d'Europe de l'Est offraient à la fois d'énormes perspectives de développement et aussi une alimentation en matières premières qui était pour eux l'élément fondamental de leur compétitivité. D'où, depuis Willy Brandt jusqu'à nos jours, la démarche allemande cohérente, qui est une démarche industrielle et de politique à l'Est. Troisième partie du raisonnement, l'Allemagne, pays industriel et pays devant l'essentiel de sa compétitivité, de sa richesse, la compétitivité de l'industrie, ne pouvait pas accepter, après avoir complètement raté son Energiewende, qui s'appelle en allemand le virage énergétique, qui s'appellerait en français la transition énergétique, puisqu'on est toujours plus sophistiqué. Oui. Ça a été une catastrophe pour l'Allemagne. L'Allemagne a vu exploser les coûts de son énergie en ayant abandonné le nucléaire et à travers son Energiewende, au point que les deux grands électriciens allemands, RWE et Weber, ont été au bord de la faillite et ont été sauvés par l'État allemand. Fort de ce constat, qui date des années 2005-2010, l'Allemagne considérait comme insupportable l'existence d'un atout compétitif qui était EDF en France. Exactement. Et toute la réglementation européenne voulue, dirigée, conçue, imposée par les Allemands, a été quoi? La destruction et le démantèlement d'EDF. Ils nous ont bien enfumé. Hein. Non mais c'est vrai, joli. On va en parler dans un instant. Henri Proglio est avec nous, ancien PDG d'EDF et auteur du livre L'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 sur Europe 1 pour nous parler de la facture d'électricité. Et il y a aussi une hausse de la TVA qui va passer de 5,5 à 20% en 2025. Hein. On est d'accord, Gauthier Lebon, on va en parler. C'est les Échos qui disent ça ce matin, puisque la TVA sur les abonnements va passer de 5,5 à... Il faut que ça soit validé par l'Assemblée nationale et le Sénat. On espère que ça va pas être validé. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h42 sur Europe 1, on est en direct, c'est votre rendez-vous. On marche sur la tête, bien entendu, du lundi au vendredi sur Europe 1, 16h, 18h. Et on a la chance d'avoir Henri Proglio, ancien PDG d'EDF et auteur du livre L'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon, qui nous explique, l'électricité, on va pas se mentir. Parce que c'est vrai que on pose la question EDF, on n'a pas compris ce qui s'était passé avec EDF, mais on voit que, excusez-moi, c'est une énorme escroquerie. On commence à le comprendre. Bah oui, on commence à le comprendre, mais c'est bien de le redire sur Europe 1, et merci Henri Proglio d'être avec nous sur Europe 1 en direct. Vous nous appelez 01 80 20 39 21, vous réagissez bien entendu, et Gauthier Lebret, vous aviez une question pour Henri Proglio. Parce que vous n'êtes pas le seul à faire ce constat, l'ancien patron de GDF, Loïc Le Floch-Prigent, dit exactement la même chose que vous, donc on voit que les grands patrons qui ont été au cœur et à la tête de l'industrie de l'énergie en France ont le même constat. Pourquoi on est allé se coucher devant les Allemands? Pourquoi on a accepté le marché européen de l'électricité? Et pourquoi on ne demande pas tout simplement d'y mettre un terme ou de faire une parenthèse comme l'ont demandé d'ailleurs les Espagnols il y a quelques temps de cela? Pas tous les grands patrons sont intervenus dans ce sens. Oui, pas tous, c'est vrai. Non, pas tous, mais j'en citais deux. Non, oui.
Plus Henri Proglio. Non, mais votre discours est unique, bien sûr. Oui. Non, pas du tout. J'essaie de dire simplement la vérité et qu'elle soit accessible. Oui. Bon. Donc, au fond, on est passé d'un monde monolithique, intégré, d'un EDF, opérateur intégré unique, qui avait conçu un système électrique, je reconnais, qui était optimisé, à un système réparti, c'est-à-dire désintégré, au sens propre du terme, dans lequel des traders rachetaient à prix cassé une partie significative, 25% du parc électronucléaire français à un prix de 42 €. Et encore, je me suis battu comme un fou, parce qu'on voulait m'imposer 36. Enfin, bon. Et pourquoi on a cédé aux Allemands ? Alors, c'est un autre sujet. Mais pour finalement arriver à une situation dans laquelle, au fond, ce fameux marché, alors en plus, il a fallu parfaire la désintégration. Il fallait imposer à EDF de ne plus avoir le contrôle des réseaux. Donc d'abord du réseau de transport, puis progressivement du réseau de distribution. Et on arrive à cette situation qui est quasi ubuesque, dans laquelle EDF détient 100% du réseau de distribution, mais n'a pas le droit de le gérer. De manière à ce que... C'est fou. C'est ça, tout le monde, c'est libre accès au marché, etc. C'est ça qui est dingue. Hein. Mais le résultat, c'est que... Ça n'est pas fini. Mais ça n'est... Alors, justement, on a des auditeurs. Allez-y. Grâce, encore, pardon, je vais être très bref. Finissez. Non, mais... Grâce à la mode verte, il fallait développer le renouvelable, dont on n'avait pas besoin, puisque il y a 15 ans, 20 ans, on était déjà exportateur d'énergie électrique. Et comment ? À un prix qui était, encore une fois, le plus bas d'Europe. On n'avait nul besoin de nouvelles sources d'approvisionnement. On a créé de nouvelles sources d'approvisionnement subventionnées, le renouvelable. Je ne parle pas de l'hydraulique, qui est évidemment extrêmement vertueuse, etc., qui fait partie du cœur d'origine du système EDF. C'était 75% de nucléaire, 12,5% d'hydraulique, et le reste, à peu près 10%, de thermique à flamme, c'est-à-dire du gaz ou éventuellement de charbon propre. Donc on avait une capacité qui permettait d'exporter à un prix de revient absolument ultra compétitif. On a créé des énergies non nécessaires, mais comme elles n'étaient pas stockables, on ne sait pas stocker l'électricité, il a fallu leur donner une priorité d'accès au réseau. C'est-à-dire que quand il y a du soleil ou du vent, eh bien il faut que les énergies éoliennes ou photovoltaïques aient une priorité d'accès au réseau. C'est-à-dire qu'il faut effacer les autres énergies. Donc c'est facile pour l'hydraulique. Mais pour le nucléaire, il fallait rendre le nucléaire flexible. Or, il ne l'est pas originellement. Et donc, ça nous a imposé des surcoûts considérables pour pouvoir moduler la puissance des centrales nucléaires, en les rendant en plus vulnérables aux accidents, parce que ça n'était pas. Donc, vous voyez le coût explosif que ça représente. Non, mais c'est important pour nos auditeurs d'Europe 1. Ça, c'est pour expliquer d'où vient l'explosion du coût de revient. C'est important pour les auditeurs qui nous écoutent sur Europe 1. C'est Henri Proglio, ancien PDG d'EDF, qui est avec nous. Écoutez bien, et vous voulez rajouter autre chose d'Henri Proglio, parce que c'est important pour nos auditeurs de comprendre pourquoi leur facture d'électricité flambe. Et il aurait peut-être fallu qu'il n'y ait que EDF et qu'on reste comme avant. Alors, est-ce que ça aurait changé quelque chose grandement ? Pour moi, oui, je pense. Le dernier élément que je porte à votre connaissance, je vous rappelle, parce que tout le monde le sait, mais personne n'ose le dire, c'est qu'on consomme 10% d'électricité aujourd'hui en moins qu'il y a 10 ans. Et qu'on nous explique tous les jours le contraire. Et qu'on nous dit, à longueur de temps, il faut tripler le renouvelable, parce qu'on va avoir des besoins explosifs. Ce n'est pas le cas, à cause de la désindustrialisation du territoire, essentiellement, et d'autre part, des économies d'énergie qui ont été faites par les consommateurs. Donc, on aurait aujourd'hui, si on avait gardé le parc historique, nucléaire, hydraulique et marginal thermique, on aurait de quoi exporter beaucoup plus, 10% de plus qu'il y a 15 ans, toujours au même prix, puisque le coût de revient n'a pas varié. Alors, on a des auditeurs en ligne. Il y a Jessie qui est avec nous de Picardie, qui travaille justement chez Enedis. Merci Jessie d'être avec nous. On est avec Henri Proglio, ancien PDG d'EDF, qui est avec nous. Jessie, ça va bien, vous êtes là ? Bonjour, oui, je suis là, je vous entends. Merci Jessie, merci d'être avec nous. Vous travaillez chez Enedis. Vous dites que le prix va encore flamber, vous dites. Ça va être de pire en pire. Pour moi, ça va être de pire en pire, parce que ça nous donne tout l'état directement, quoi. Puis même par rapport à la situation d'EDF, là, monsieur, il disait que on n'a pas de moyen de stocker l'électricité, du coup, entre guillemets, ils ont dû modifier au niveau des centrales nucléaires. Un moyen, il y en avait un de consommer, de moduler les centrales nucléaires. Il y avait Sébastien Gouspillot qui
un Français qui est dans l'industrie du mining de cryptoactifs, qui avait proposé pour les centrales hydrauliques pendant un moment, il y a 10-15 ans, de mettre des fermes de minage au niveau des centrales hydrauliques, au niveau des parcs nucléaires. L'appel d'offres avait été fait, tout était signé, et à la dernière minute, ça avait été annulé par EDF, quoi. Après, pour quelles raisons? Il y en a pas parlé directement, mais des solutions, il y en avait, quoi. Après, pour moi, c'est une volonté de vouloir détruire l'industrie d'EDF et tout ce qui va avec, quoi. Alors, Henri Proglio, peut-être. Pour faire très simple, oui, on n'a aujourd'hui pas d'autres systèmes compétitifs de stockage que les barrages hydrauliques. Bah oui. C'est le seul moyen efficace et compétitif. Mais aujourd'hui, Henri Proglio, pour les auditeurs qui nous écoutent sur Europe 1, est-ce que la facture va encore flamber et ça va aller jusqu'où, en fait? Bah, c'est ça, parce que... Non, mais, encore une fois, on a aujourd'hui atteint des niveaux de factures qui sont exagérément dopés par les erreurs qui ont été commises, à la fois de déstructuration, en même temps... Oui, mais c'est les Français qui payent. Oui, je sais. Comme toujours, quand il y a des bêtises faites, c'est les Français qui payent. Toujours est-il que... est-ce qu'on peut effacer toutes les erreurs qui ont été faites et revenir à la situation d'origine? J'aimerais vous dire que j'y crois. Sauf à revenir à une souveraineté énergétique. Oui, mais ça va être compliqué. On va y venir. Mais pour autant, il n'y a pas de raison que les factures flambent. Il n'y a aucune raison. Sauf à considérer que le marché, ce qu'on appelle le marché de l'électricité en Europe, est un marché complètement erratique, qui dépend d'éléments qui échappent totalement à la maîtrise de notre pays et qui sont liés à des conjonctures géopolitiques ou industrielles locales. Donc c'est vrai que dans ce secteur-là, la maîtrise de notre souveraineté énergétique était indispensable si on voulait protéger les Français de cette dérive. Bien sûr. On a fait l'inverse. Il serait temps qu'il y ait au moins une prise en considération de cet événement-là. Et donc, peut-être qu'on considère que la France devrait gérer cette propre souveraineté ou reconquérir une partie au moins de cette souveraineté pour protéger les Français. Je crois que c'est indispensable, à défaut de quoi la dérive sera totale. Et je ne parle pas des augmentations de taxes qui sont effectivement du ressort de chaque gouvernement. C'est pas parce qu'on aurait notre souveraineté énergétique qu'on éviterait l'augmentation des taxes. Mais on éviterait l'explosion des prix. Mais juste, Henri Proglio, on a l'impression qu'il y a eu une succession d'erreurs qui ont été faites. Et c'est un petit peu comme ça dans tous les domaines. Hein. C'est ce qu'on voit. À chaque fois, c'est une succession d'erreurs. Et derrière, c'est les Français qui payent la facture à la fin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois pas comment, comme vous l'avez dit, on pourrait revenir à une souveraineté énergétique. Ça me semble l'Espagne compliqué. et le Portugal l'ont fait. Oui, mais... On peut se... Il faut une vraie volonté politique. C'est ça. Oui. Mais il faut une lucidité, une volonté. Il faut sortir du marché européen de l'électricité pour vous? Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça faut arrêter. Parce que la vraie question, elle est là. Donc il faut sortir du marché européen de l'électricité. Mon opinion, c'est qu'il faut en sortir. Et comment vous analysez le double langage du gouvernement? Au lieu de parler de hausse et d'être clair, votre facture va augmenter, on dit la baisse va être moins importante. Comment vous analysez cela? Ça c'est normal, c'est de la com. Effet de langage. Mais à la fin, pour les auditeurs qui nous écoutent, leur facture va augmenter. Quand vous analysez les annonces du gouvernement, leur facture va augmenter dans les mois qui viennent? Comme on est indexé sur le marché européen de l'électricité, que le marché est en train de baisser, fortement baisser. Pourquoi? Parce que l'explosion des prix du gaz a eu une conséquence, c'est la baisse des volumes d'achat. Et d'autre part, pour l'électricité, de la même manière, la baisse de la production industrielle en Europe, et pas uniquement en France. Oui, il y a la situation catastrophique de l'Allemagne, qui est le pays le plus industrialisé d'Europe. L'industrie allemande se porte très très mal. Donc les consommations sont en baisse. Et du coup, les prix de l'électricité et du gaz baissent. Ça aurait pu impliquer une baisse corrélative des prix en France aux consommateurs. Évidemment, si on en profite pour mettre des taxes à la place, ça augmente la valeur finale, à défaut de la valeur absolue. Merci Henri Proglio, franchement c'était trop court, désolé, hein. Franchement on aurait aimé vous avoir encore plus longtemps avec nous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, ancien PDG d'EDF et auteur du livre vraiment l'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon. Ça c'est très important, surtout en ce moment. Franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas, l'étrange débâcle aux éditions Michel Lafon. Merci Henri Proglio d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à tous les auditeurs de nous avoir appelés. On en prendra encore plus demain et tout de suite c'est Laurence Ferrari avec Punchline sur CNews et Europe 1. Tout de suite.